bonjour à tous et bienvenue pour cette matinée qui va être consacrée à l'utilisation par les États-Unis de leurs droits pour marquer leur puissance à travers le monde. Alors, vous êtes peu nombreux, vous avez deviné la raison, bien sûr, c'est les exigences sanitaires. Merci d'avoir affronté tous ces dangers pour être avec nous ce matin. En raison de votre petit nombre, cette fois-ci comme la semaine dernière, eh bien, notre débat sera retransmis en direct sur le fil Twitter de l'Institut. Ça nous permet de satisfaire un peu plus de nos followers, comme on dit maintenant, qui n'ont pas pu être acceptés à notre réunion de ce matin. Alors, M. Laïdi va nous exposer comment les États-Unis utilisent leurs droits pour imposer leur puissance à travers le monde. Le droit est normalement un moyen de pacifier les relations entre les hommes et les institutions qui permet de s'éloigner de la force physique. C'est vrai quand le droit a été déterminé par ceux à qui il s'applique. Là, c'est un pur instrument de l'arbitraire américain qui s'impose à tous. Alors, nous avons tous en tête un certain nombre d'exemples. Le plus fameux pour les Français, c'est bien sûr l'amende de 8,9 milliards imposée à la BNP en 2014 pour avoir utilisé le dollar dans des transactions avec l'Iran, alors sous embargo. Mais il y a des tas d'autres applications dont vous allez certainement nous parler, notamment l'exemple assez caricatural et moins connu des entreprises françaises qui ont investi en Iran après les accords nucléaires de 2013, et ceci parfaitement légalement, y compris par rapport au droit américain, et qui d'un seul coup se sont vus enjoindre de tout laisser tomber, sans indemnité, sans préavis, sans rien du tout. Allez, il n'y a rien à voir, vous passez. Bon, toute cette situation n'est pas satisfaisante. Monsieur Laïdi va nous en exposer les tenants et les aboutissants. C'est un spécialiste de l'intelligence économique. Il est chercheur à l'Institut des recherches internationales et stratégiques. Il est professeur à l'Institut des sciences politiques. Il est également chroniqueur sur France 24, où il tient la seule émission, je crois, du pape français sur l'intelligence économique. Et il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont vous avez un exemple sur la table qui est particulièrement focalisé sur le sujet qu'il va traiter aujourd'hui. Je le remercie d'avoir accepté de nous en présenter le contenu. Monsieur Laïdi, vous avez la parole. Merci Jean-Claude Feix pour cette invitation. Merci à vous d'être venu pour échanger sur cette problématique. Alors, juste quelques précisions. J'ai quitté l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et j'ai créé il y a un an l'école de pensée sur la guerre économique, le PGE, afin de réfléchir vraiment plus focalement sur cette question de guerre économique. Donc je suis un spécialiste de la guerre économique et je vais m'adresser à vous en tant que chercheur à l'EPGE et non pas en tant que journaliste à France 24 parce que je n'ai pas le droit d'engager la parole de la communauté des journalistes de France 24. Donc moi, ça fait un quart de siècle que je travaille sur les questions de guerre économique et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner deux définitions pour éclaircir le cadre de mon intervention. Donc on parle beaucoup d'intelligence économique. L'intelligence économique, en gros, c'est la manière d'aller chercher de l'information, de l'analyser et de la donner à un décideur pour qu'il prenne une décision. Donc c'est essentiellement en source ouverte qu'on va chercher de l'information dans la presse, dans les colloques, etc. Évidemment, en contrepartie, il faut protéger l'information qu'on va chercher. Ça, c'est 90%, je vous l'ai dit, en gros, de l'information de source ouverte. Moi, ce qui m'intéresse, en tant que journaliste et chercheur, c'est les 10 à 15% d'informations qu'on appelle grises ou noires et qu'on obtient par des moyens soit gris déloyaux, soit noirs totalement illégaux. Et c'est ce que donc j'appelle la guerre économique, c'est l'affrontement sur le terrain économique. Et c'est mon thème de recherche depuis un quart de siècle. Et il signifie tout simplement que la guerre économique est aussi vieille que l'histoire de l'homme. J'ai publié un bouquin qui s'appelle « Histoire mondiale de la guerre économique » et je pars du néolithique pour montrer à travers, et c'est documenté par un certain nombre de chercheurs spécialistes de la préhistoire, qu'il y avait déjà près de 80 à 90% des conflits à cette époque qui étaient dus aux subsistances économiques, et je remonte jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça pour poser
le concept de guerre économique. Et c'est dans le cadre de ce concept que je me suis intéressé il y a 5 ans à la question de l'extraterritorialité du droit américain et de voir comment la manière dont nos amis américains exportent leurs droits à l'étranger, comment, à travers cette manière-là, ils en font une arme de la guerre économique. Donc, la définition de la guerre économique, pour moi, parce qu'encore une fois, et j'y reviendrai, le monde académique ne s'est pas emparé de cette question-là. Lorsque j'ai demandé à faire une thèse, alors que j'enseignais à Sciences Po en 2006, on m'a regardé avec des grands yeux et on m'a dit « mais ça n'existe pas, la guerre économique ». Donc la définition que je vous donne, c'est la mienne, celle que j'ai apportée dans ma thèse. La guerre économique, c'est l'utilisation de moyens illégaux et ou déloyaux dans le but de préserver ou conquérir un marché. Et la guerre économique, ça existe à la fois en temps de paix et à la fois en temps de guerre. Et donc c'est dans ce cadre-là que je m'intéresse au droit américain et à sa capacité d'exporter la législation américaine. Donc, je vais vous résumer à grands traits l'exportation du droit américain. Je vais ensuite rentrer dans le processus, comment ça touche directement une entreprise. Et puis ensuite, je vais voir quels sont les autres enjeux que pose l'extraterritorialité du droit américain. Et puis si j'ai le temps ou à travers vos questions, on essaiera de voir s'il y a des solutions, soit en France, soit au niveau européen. Bon, l'extraterritorialité du droit américain, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que le Congrès américain vote une loi qui est applicable en dehors des frontières des États-Unis. C'est comme si nous, Français, votions une loi au Parlement qui concernerait l'ensemble du monde. Donc vous voyez que d'un point de vue culture, on n'est pas capable d'arriver à cet extrême-là. Les Américains, ils y sont. Ils se développent sur essentiellement, parce qu'on l'a vu ces dernières années, 2 axes. Le premier axe, c'est la lutte contre la corruption. Ça commence, en gros, par un problème de famille interne. Je m'explique. Lorsque l'affaire du Watergate sort, 74-75, on s'aperçoit, à travers les enquêtes des journalistes américains, qu'une grande partie des multinationales américaines sont corrompues, ou du moins utilisent la corruption pour obtenir des marchés, pour financer des campagnes électorales, etc., etc. Donc c'est un gros scandale, notamment à l'époque, souvenez-vous, le scandale de Lockheed Martin, donc un géant américain de l'aéronautique qui a vendu des avions de chasse aux Japonais, aux Allemands, en corrompant un certain nombre de hauts fonctionnaires, voire pour le Japon carrément en trafiquant avec la mafia japonaise. Donc tout ça sort dans la presse, fait scandale, et le problème qui surgit à ce moment-là, c'est pas tellement le problème de la corruption, parce que la corruption, à l'époque, elle n'est pas interdite. Ce qui est interdit, en revanche, c'est de ne pas déclarer les sommes que l'on distribue à travers la corruption. Ça, évidemment, aux États-Unis, vous connaissez, il n'est pas question de ne pas jouer la transparence là-dessus. Donc il y a toute une réflexion qui est entamée à partir de 1975. Est-ce qu'il faut légiférer, comment, etc. Mais en fait, le vrai problème des États-Unis, c'est l'image de marque des États-Unis qui est atteinte par toutes ces affaires de corruption, Lockheed Martin, Banana Gate, etc., les importations de bananes aussi qui ont donné lieu à des corruptions assez fortes. Donc toute la question, c'est est-ce qu'on va légiférer ou pas? Visiblement, l'administration Ford ne souhaite pas trop légiférer. Manque de bol, c'est l'administration Carter qui arrive au pouvoir, et elle décide de légiférer et de voter la fameuse loi FCPA, Foreign Corruption Practice Act, donc qui est une loi anticorruption qui interdit tout simplement la corruption des entreprises américaines. Mais très rapidement, et bien avant qu'on vote cette loi aux États-Unis, les entreprises, l'administration, elles consentent qu'il y a un vrai problème, c'est que si on soumet cette loi aux entreprises américaines, alors il va y avoir une distorsion de concurrence parce que les entreprises étrangères, elles, ne seront pas soumises à cette loi. Donc il y a toute une réflexion et un débat qui va se mener aux États-Unis.
Et la question très claire, la stratégie qui va être employée, ça va être de dire, eh bien, il faut que l'ensemble du monde adopte ces mêmes standards anticorruption pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre nos entreprises et les entreprises étrangères. Donc la stratégie va être d'abord menée au sein de l'ONU, où on va essayer de faire adopter par les Nations Unies les standards du FCPA. Ça ne va pas marcher parce que très rapidement, les pays occidentaux, essentiellement l'Europe, vont comprendre qu'il y a là un risque d'immixtion, d'ingérence, d'intrusion dans les affaires internes économiques de leur pays de la part du droit américain. Donc ça ne va pas marcher au niveau de l'ONU. Il va y avoir un petit essai au niveau de la Chambre de commerce internationale. Ça va donner lieu à l'écriture d'un code d'éthique, mais ça n'ira pas plus loin. Donc la réflexion aux États-Unis, ça va être de dire, bon, bah, est-ce qu'on continue à empêcher nos entreprises de faire de la corruption alors que les autres le font? Finalement, ça va aboutir via l'OCDE. Et donc, en 1997, l'OCDE va signer cette fameuse convention de lutte contre la corruption. Donc, 97-77. Et quand vous prenez le texte de 77 FCPA et le texte de l'OCDE, c'est quasi du copier-coller. Donc, victoire sur la stratégie américaine qui consiste à imposer leur vision de la lutte contre la corruption. Deuxième axe principal qu'on a pu voir émerger dans les médias ces dernières années, c'est la lutte contre la violation des embargos. Là encore, c'est des lois extraterritoriales qui disent quoi? Qui disent qu'il est interdit de commercer avec tel ou tel pays. Mais il n'est pas seulement interdit à nos entreprises de commercer avec tel ou tel pays, ce qu'on appelle les fameux rogue states, les États voyous. Il est interdit aussi aux entreprises étrangères de commercer avec tel ou tel pays. Donc il y a deux lois très importantes qui vont sortir. La loi M. Burton en 1996, que Clinton n'était pas chaud de signer, mais qu'il a été obligé de signer. Alors là, cette loi est assez extraordinaire parce qu'elle va à l'encontre de tous les principes du droit international. Quand vous la lisez, son titre 1 est très simple. Le titre 1 dit « Supprimons le régime castriste ». Donc vous connaissez le principe des Nations Unies, pas d'ingérence politique dans les affaires d'un autre pays. Là, la loi est très claire. Elle dit qu'il faut supprimer le régime castriste et il faut le remplacer par un autre régime. Et dans son titre 3, il est dit que les entreprises étrangères, et américaines évidemment, qui trafiquent, c'est bien le mot, hein, trafficking, qui trafiquent avec des actifs ayant appartenu à des Américains avant la révolution castriste, eh bien, peuvent être poursuivis dans un tribunal américain. Donc ça, c'était le fameux titre 3. Il y a la loi M. Burton 96, et quelques mois plus tard est votée la loi d'Amato-Kennedy, qui, elle, va concerner la Libye et surtout l'Iran, avec en partie, là encore, l'interdiction de commercer à certaines hauteurs de chiffre d'affaires avec ces deux pays, et en particulier en ce qui concerne l'Iran, évidemment, sur le pétrole. Et quand la loi va sortir, des conseillers du président vont clairement dire que, en gros, le pétrole iranien appartient à des sociétés américaines et que Total n'a rien à faire dans cette région géographique. Et donc, la loi va interdire à Total de pouvoir commercer avec les Iraniens. Alors, autant il y a des postulats juridiques forts sur la loi d'Amato-Kennedy. Je rappelle que la Libye, l'Iran ont fait l'objet de résolutions du Conseil de sécurité à l'ONU pour leurs actions terroristes, notamment sur des attentats contre des avions occidentaux. Autant donc il y a une légitimité internationale à intervenir, autant évidemment sur Cuba, il n'y a absolument aucune légitimité internationale, puisque Cuba, à l'époque, ne menaçait absolument pas la sécurité nationale américaine. Donc, d'un point de vue juridique,
On a du mal à parler de sanctions, d'abord parce que le terme sanction pour les juristes doit être réservé à des actions multilatérales et non pas à des actions unilatérales d'un pays. On parle bien là de mesures de rétorsion. Donc on a ces deux grands volets de lutte contre la corruption et de lutte contre la violation des embargos décidés par les États-Unis. Il y a d'autres lois, comme la loi RICO, par exemple, qui a permis aux Américains, depuis les États-Unis, d'intervenir dans les petites affaires du ballon rond. Donc, souvenez-vous, la manière dont ont été arrêtés un certain nombre de cadres de la FIFA. Donc, c'est vrai qu'en Europe, on le savait très pertinemment qu'il y avait des choses un peu obscures, un peu opaques dans la décision d'attribution de l'organisation des Coupes du Monde. C'est bien sûr une loi américaine qui a été déclenchée depuis les États-Unis, donc des arrestations en Suisse des cadres de la FIFA. Il y a d'autres lois. Il y a la loi Sarbanes-Oxley, formidable aussi cette loi, là encore qui est née d'un problème de famille interne. Le problème, c'est la fameuse banqueroute, scandale et faillite de grandes entreprises américaines comme Enron en 2001, soi-disant the best of the best, 15 jours avant sa chute, où on s'aperçoit qu'Enron est une entreprise totalement frauduleuse puisqu'elle cache des dettes dans les paradis fiscaux. Et à partir d'Enron et de ce scandale, la loi Sarbanes-Oxley va imposer une transparence très dure aux entreprises américaines, mais aussi à l'ensemble des entreprises du monde, puisque dans cette loi Sarbanes-Oxley, on crée le PCAOB, c'est en gros le superviseur des auditeurs, donc le fameux Arthur Andersen qui avait un peu failli dans l'affaire Enron. Donc ce PCAOB aura pour charge de vérifier que les auditeurs font bien leur boulot d'auditeurs auprès des grandes entreprises. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Américains ont réussi à imposer des conventions avec leurs homologues étrangers, donc chez nous l'H3C, H3C, pardon, donc, qui est le Haut Commissariat qui s'occupe des commissaires aux comptes. Donc à partir de 2013, ils ont imposé non seulement des échanges d'informations, mais c'est allé beaucoup plus loin. Ils ont imposé des enquêtes, la possibilité d'organiser des enquêtes depuis le PCAOB américain sur le sol national, donc sur le sol français, et donc enquêter sur les auditeurs qui auditent les grandes entreprises françaises. Je vous rappelle que enquêter, ça signifie enquêter sur l'auditeur, mais aussi avoir 2 cas complets d'entreprises qui ont été auditées par l'auditeur. Donc, autrement dit, vous ouvrez grandes les portes à l'intrusion sur les informations. Voilà, donc il existe encore de nombreuses lois. Je vous passe la fameuse loi qui a poussé le gouvernement français à signer un chèque de 60 millions d'euros ou 45 millions d'euros sur l'éventuelle menace de poursuite depuis les États-Unis de la SNCF accusée d'avoir transporté les malheureux dans les camps de la Shoah, qui s'est donc terminé par un chèque de la France pour éviter les poursuites de la SNCF. Bon, vous remarquez que FCPS, ça date de 1977, Helms-Burton 96, D'Amato Kennedy 96, mais qu'en gros, on n'entend pas parler de ces lois-là avant 2002. 2002, c'est à peu près la date où Statoil, entreprise du nord de l'Europe, a été taxée, puis très rapidement Siemens qui a été taxé à plus de 600 ou 700 millions de dollars. Pourquoi? Parce que un an avant, il y a eu un événement très grave, 2001, les attaques contre New York et Washington. Et là, les Américains comprennent que, évidemment, pour lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre le financement du terrorisme. Et lutter contre le financement du terrorisme, c'est lutter contre l'argent sale qui passe soit par la corruption, soit par la violation des embargos. Et donc, ils mettent une task force, et là encore, il suffit de lire Juan Zarat qui a publié cette histoire-là, parce qu'il était dirigeant de la task force au département du commerce, et il montre très bien comment il a agi
pour surveiller l'ensemble de la planète finance. Ils mettent donc une task force, laquelle, en effet, va vite permettre de commencer à taxer les entreprises. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'on a à la disposition un formidable instrument administratif. Donc, je n'utilise pas le mot de justice, et vous verrez pourquoi. Les Américains ont à leur disposition un formidable outil administratif qui va leur permettre donc d'agir et de commencer à taper les entreprises menacées par la corruption ou la violation des embargos. Et c'est à partir donc de 2002 jusqu'à 2014, la fameuse amende de la BNP. Alors comment ça se fait concrètement? Tout simplement, vous êtes PDG, vous êtes président du conseil d'administration, vous recevez un jour une petite lettre d'une autorité de poursuite américaine. Donc ça peut être le DOJ, mais ça peut être aussi le procureur de New York, ça peut être l'OFAC, au ministère du Commerce, ça peut être la SEC, donc le gendarme des marchés, qui vous dit « Nous avons des éléments qui laissent supposer fortement que vous êtes en train de violer la loi américaine. Donc, nous vous demandons de coopérer afin de prouver votre culpabilité. » Ça veut dire quoi, coopérer? Ça veut dire tout simplement que vous allez accepter de tout fournir à l'administration ou l'autorité de poursuite américaine. Donc, par exemple, vous allez entrer dans ce qu'on appelle le processus de l'enquête interne. Autrement dit, vous allez payer vos avocats pour qu'ils travaillent à charge contre vous. Donc, pour nous, Français, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est exactement ça. Vous allez payer, et puis pas quelques milliers de dollars. Je veux dire, dans l'affaire BNP, on a parlé de plusieurs centaines de millions de dollars sur les frais de justice. Donc, vous allez payer vos avocats pour qu'ils enquêtent contre vous et qu'ils donnent la preuve aux autorités américaines que vous avez bien violé la loi américaine. Si vous acceptez, et ça va très loin, parce que la loi américaine précise bien qu'en matière de corruption et de violation des embargos, il y a prescription au bout de 5 ans. Sauf que quand on regarde ce qui se passe dans la réalité, ils demandent souvent des périmètres jusqu'à 10 ans. Donc, ils demandent de remonter jusqu'à 10 ans. Et puis, ils élargissent un maximum le périmètre. Ce n'est pas que la zone géographique, c'est aussi les types de marchés, etc. Et ça, c'est un traitement différent qu'il n'y a pas sur le traitement de poursuite d'une entreprise américaine, où généralement, lorsque l'entreprise américaine est pointée, c'est la filiale qui est pointée, et c'est à partir de la filiale qu'on va mener le périmètre de l'enquête. Quand c'est une entreprise européenne, c'était au plus haut niveau, et donc on élargissait un maximum le périmètre de l'enquête. Ça veut dire concrètement que dès que vous entrez dans la coopération, c'est le terme utilisé, donc vous renoncez au 5e amendement, vous n'avez pas le droit de... Normalement, le 5e amendement vous protège en disant vous n'avez pas le droit de vous auto-accuser. Là, vous y renoncez carrément, puisque vous vous auto-accusez. Et donc, vous stoppez immédiatement tout ce qui est effacer des données sur vos serveurs, et vous mettez à la disposition de deux types d'acteurs, évidemment les avocats et une société de forensique qui débarque du jour au lendemain et qui prend en charge l'ensemble de vos serveurs, prend en charge l'ensemble des PC, des ordinateurs, des collaborateurs visés par l'enquête, etc. Et tout ça, donc, est regroupé dans des bases de données. Et à partir de ces bases de données, les avocats de l'entreprise vont travailler et vont prouver que vous êtes bien coupable. Pourquoi il faut prouver que vous êtes bien coupable? Parce que plus vous prouvez, plus vous collaborez, plus vous coopérez, plus vous donnez toutes les informations en dehors même du cadre légal français, loi de blocage de 68, révisée en 80, plus vous collaborez,
moins vous risquez d'avoir une amende importante. Parce que ça fait en effet partie des critères, les fameux Phillips Factors, donc un certain nombre de critères. Est-ce que vous avez bien collaboré? Est-ce que vous avez jamais déjà pris la main dans le sac? Est-ce que ceci, est-ce que cela, etc. Plus vous faites amende honorable, moins il y aura de montant d'amende. Alors après 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'enquête interne de vos avocats, vous allez négocier donc le type d'accord que vous allez signer avec l'autorité de poursuite américaine. Soit l'autorité de poursuite américaine dit que quand même vous n'avez pas très bien collaboré, ça n'a pas été vraiment facile d'obtenir vos infos, ça a été le cas d'Alstom et de BNP. Dans ces cas-là, vous signez un plea guilty. Je plaide coupable. Soit vous avez plutôt bien collaboré, et dans ces cas-là, vous signez un Deferred Prosecution Agreement. Donc, on estime qu'on lève les poursuites et on vous met quand même une amende, mais on estime que vous avez plutôt bien collaboré. Et puis, bon, si on estime qu'en fin de compte, après enquête, il n'y a pas nécessité vraiment de poursuivre, on signe un Non-Prosecution Agreement, un NPA. C'est arrivé à Morgan Stanley pour une affaire à Hong Kong où l'autorité de poursuite a estimé que c'était l'affaire d'un seul homme qui avait corrompu et que le système de Morgan Stanley était plutôt correct et qu'il n'y avait pas donc lieu de poursuivre. Alors pourquoi je ne parle pas de justice? Parce que jusqu'à présent, vous avez vu que c'était qu'une question d'administration américaine. Qu'à aucun moment, la justice n'apparaît, sauf à la toute fin, lorsque l'autorité de poursuite américaine s'est mise d'accord avec l'entreprise. À la toute fin, il y a un juge qui arrive et qui tamponne l'accord. Je dis bien qui tamponne l'accord, d'où leur surnom, les rubber stamp judges, donc les juges qui tamponnent. C'est tellement frustrant pour la justice américaine qu'il y a quand même quelques juges qui se sont dit « mais non, mon boulot, c'est pas ça. C'est pas d'arriver après 3-4 ans et de tamponner et de dire 800 millions d'amendes, etc., etc. » Donc il y a des juges qui se sont un peu rébellés et ils ont été poursuivis donc, en appel et ils ont été à chaque fois déboutés. Ils ont dû tamponner cet accord. Donc il n'y a pas de justice telle que nous l'entendons. C'est-à-dire un tribunal, chacun donne son point de vue, et puis des juges ou des jurés décident. Non, c'est une affaire entre l'autorité de poursuite, le procureur du DOJ, le directeur de la SEC, etc., et l'entreprise qui va donc décider du niveau d'amende, voilà, mais en plus peut décider d'obliger l'entreprise à embaucher ce qu'on appelle un corporate manager, un moniteur, pardon, qui sera la personne pendant 2, 3 ou 4 ans de référence vis-à-vis de l'autorité de poursuite américaine, qui sera la personne qui enverra chaque année ou tous les 6 mois un rapport aux Américains en disant « oui, l'entreprise se porte bien, ça se comporte bien, elle ne fait plus les mêmes erreurs, etc. » Là encore, on a une personne qui est au cœur de l'entreprise et au cœur des informations de l'entreprise. Et j'en viens à mon troisième point, qui est donc la question de l'enjeu véritable de l'extraterritorialité du droit américain. Donc, première réponse des Américains, vous ne faites pas le boulot. C'est vrai, c'est complètement vrai. On a signé, nous Français, mais les Allemands pareil, la Convention de lutte contre la corruption en 1997 de l'OCDE, et on n'a rien fait. Les rapports d'étape de l'OCDE l'ont montré, on n'a rien fait. Quand on a attrapé une entreprise, Total, sur l'affaire pétrole contre nourriture, on a infligé 750 000 € d'amende. C'est quoi? Les notes de frais des 2 premiers présidents? Enfin, c'est ridicule. Et donc, on a donné aux Américains le bâton pour se faire battre. Très clairement,
sur le volet corruption. Sur l'autre volet, évidemment, la violation des embargos, là, les Américains ont plus de difficultés à légitimer ce droit parce que, évidemment, c'est totalement unilatéral et c'est eux qui décident. Donc, autre enjeu, dans le rapport Lelouch-Berger, sont allés, donc 2 députés sont même allés aux États-Unis essayer de comprendre pourquoi il y avait cette agressivité juridique de la part de nos alliés. Autre réponse, en gros, vous devez participer à l'effort financier des Américains en tant que shérif et garantie de la paix dans le monde. Donc, on n'est pas présent par nos forces armées, et c'est une manière de nous taxer 12 milliards, hein, en ce qui nous concerne, nous, Français, 12 milliards d'euros, de nous taxer pour solde de tout compte de nos non-participation dans les opérations de paix. Mais pour moi, le véritable enjeu, il n'est pas ni dans les amendes, ni dans ce que les Américains avancent. Le véritable enjeu, il est dans la captation des informations, très clairement. Je considère que ce qui intéresse vraiment nos alliés américains, c'est de siphonner les informations stratégiques, économiques, scientifiques, etc. etc. L'anecdote est parlante des avocats qui ont été, dès la partie française, des cabinets anglo-saxons qui ont mené les enquêtes internes, racontent très souvent que lorsqu'ils vont aux États-Unis, leurs homologues de la SEC ou du procureur de New York les baladent dans New York et leur montrent certains immeubles qui ont été construits grâce aux amendes importantes qui ont été infligées à leurs entreprises. Donc ce qui intéresse nos amis américains, c'est de siphonner l'ensemble des informations stratégiques et économiques dans ces procédures. Quand vous prenez l'affaire BNP, quand vous prenez l'affaire Siemens, c'est des millions et des millions de documents internes à la société qui passent directement de la société à l'autorité de poursuite américaine. Et quand vous lisez le Patriot Act, vous comprenez que cette information est plus que susceptible. Cette information circule dans l'ensemble de la communauté du renseignement américain. Donc pour moi, le véritable enjeu, il est là. Il est dans la capacité qu'ont les Américains d'imposer dans ces enquêtes internes 100% de cabinets anglo-saxons. Sous-entendu, les cabinets français ne sont pas à la hauteur, cabinets d'avocats, etc. Et évidemment, on a zéro garantie lorsque les cabinets récupèrent toute l'information stratégique, la mettent dans des bases de données. On n'a aucune garantie que ces bases de données ne sont pas donc utilisables depuis New York ou depuis Washington. Donc voilà à gros traits tirer les enjeux de l'extraterritorialité du droit américain. Les solutions. Alors, pour moi, la première solution, je milite depuis 25 ans là-dessus, c'est de relancer la pensée stratégique. Il n'y a pas de pensée stratégique en France et en Europe sur ce qu'est l'affrontement économique. On pense que la violence est le monopole du champ politique. Or non, la violence est présente dans le champ économique. Et il faut penser cette violence-là. Si on ne la pense pas, on est totalement démuni face à des stratégies extrêmement intrusives et agressives de nos alliés, et donc encore moins lorsqu'il s'agira de personnes encore moins intentionnées. Donc d'abord, relancer la pensée stratégique, et évidemment, à commencer par le lieu, l'institution qui doit fournir cette pensée stratégique, c'est-à-dire l'université. Or, regardez, il n'y a pas un professeur spécialisé dans la guerre économique dans l'université française.
pour l'intelligence économique, il y en a un, il s'appelle Nicolas Moinet, il est à Poitiers. Donc, relancer la pensée stratégique. Quand vous allez à Bruxelles et que vous leur demandez quels sont vos textes doctrinaires sur la sécurité des Européens, ils vous sortent des textes sur la lutte, évidemment, contre le terrorisme, sur la lutte contre la prolifération nucléaire, maintenant, évidemment, le changement climatique, les migrations. Et quand vous leur dites, mais quels sont vos textes pour la sécurité économique de 500 millions de citoyens européens? Rien. Zéro réflexion. Zéro, mais très bas. C'est comme si on pense que l'OTAN fera aussi le boulot de la sécurité économique des Européens. Bon, je pense qu'on a vu qu'avec le Brexit et Donald Trump, que ce ne serait pas le cas. Donc, première solution, vraiment, relancer la pensée stratégique, parce qu'on pourra tout faire, mettre en place des petites opérations, ça ne servira à rien si ça ne s'inscrit pas dans une stratégie. Ensuite, en effet, on peut réviser un certain nombre de lois. Je vous parlais de la loi de blocage de 68, révisée en 80. La loi de blocage interdit à une entreprise ou à une organisation de fournir directement des informations à une entité étrangère. Bon, la loi de blocage a été violée par toutes les entreprises françaises. Alstom, BNP, etc., Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, SocGen, etc. Ils ont toutes violé la fameuse loi de blocage. Moi, je n'ai pas entendu un article 40. Personne n'a déclenché l'article 40 pour jouer la dénonciation de la violation de la loi de 68. C'est tellement vrai que c'est la Cour suprême des États-Unis qui a estimé la valeur de la loi de blocage de 68. Elle a dit je laisse au juge le soin de décider qu'est-ce qui est le plus dangereux, menaçant pour l'entreprise, violer la fameuse loi de blocage de 68 ou ne pas se plier à la loi américaine. Et donc la plupart des juges ont estimé que la loi de 68 n'ayant pas été appliquée, 68, elle a été appliquée elle est 4 fois, n'ayant pas été appliquée, cette loi ne sert à rien. Donc l'entreprise française pouvait tranquillement violer la loi française. Donc le rapport Gauvin estime qu'il faut renforcer la loi de 68, il faudrait déjà l'appliquer, mais renforcer en augmentant les amendes et les peines de prison pour tous ceux qui la violeraient. Il voudrait aussi, Raphaël Gauvin, qui est un député français qui a proposé, donc, à la suite d'une demande du Premier ministre, un certain nombre d'actions. Il voudrait aussi faire en sorte que les juristes, donc en gros, les avocats travaillant en entreprise bénéficient du fameux legal privilege, donc en gros, interdiction totale d'envoyer aux États-Unis les avis juridiques qui conseillent les entrepreneurs. Je vous dis ça parce que dans un certain nombre de cas, les procureurs américains ne se sont pas gênés pour obliger les avocats, même français, travaillant pour les law firms américaines, de violer la loi française. Parfois, la pression était tellement forte sur des conf calls que le procureur américain exigeait telle ou telle pièce, et la pièce était donnée en dehors de tout cadre légal qui doit passer par le ministère de la Justice dans les échanges d'informations. Donc l'idée, ce serait de protéger encore plus les avis juridiques en classant, évidemment, les avis juridiques sous la protection du métier de l'activité d'avocat. Il y a d'autres propositions donc, du rapport Gauvin. Je vous laisserai les lire. Mais bon, ça se situe dans un cadre qui est essentiellement un cadre juridique. Or, la question n'est pas juridique, la question n'est pas économique, la question est totalement politique et elle nécessite un rapport de force. Mais pour ça, il faut deux choses. La première, une pensée stratégique, on ne l'a pas. Et la deuxième, de la part de nos élites
dirigeantes françaises et européennes, ce qu'elles n'ont absolument pas, c'est du courage. Et ça, c'est les deux choses qui manquent pour pouvoir répondre à cette extraterritorialité du droit américain. La réponse est très importante parce qu'encore une fois, je le répète, si on n'est pas capable de répondre à un ami, est-ce qu'on sera capable de répondre à un adversaire, voire à un ennemi? Voilà. Bien, je propose qu'on vous remercie.